Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Camilla Jones est née dans la pauvreté, mais a grandi dans la force. Elle vivait dans un studio délabré, face à face, à Bodega, à Hébron, où l'odeur de soupe au poivre mêlée aux vapeurs de diesel flottait à travers les fenêtres fissurées. La vie ne lui apportait pas beaucoup de réconfort, mais elle lui donnait du cran. Ses parents, Godwin et Martha Jones, étaient professeurs de lycée, plus connus pour leur caractère que pour leurs revenus. Ils s'aimaient profondément, et Camilla grandit en étant témoin de moments de rire partagés autour d'un gâri et d'une soupe. Mais tout a changé à 13 ans. Un dimanche matin tranquille, une panne de frein sur un bus commercial a mis fin à la vie de ses deux parents, la laissant orpheline et brisée. Son chagrin n'a pas arrêté le monde. Elle a été confiée à sa grand-mère vieillissante, Momonkechi, qui gagnait à peine de quoi subvenir à ses besoins grâce à la vente de bouillie. Malgré la pauvreté, Camilla était pleine d'imagination. Elle avait toujours été attirée par les motifs, les tissus et les couleurs. Enfant, elle confectionnait des robes pour ses poupées à partir de vieux emballages. Tandis que d'autres enfants rêvaient de devenir infirmière ou avocate, Camilla rêvait de posséder un empire de la mode avec son nom sur la marque. Chaque bout de tissu en carats jeté était un trésor. Ses cahiers d'école étaient remplis de croquis de robes, de chemisiers et de robes qui n'existaient que dans son esprit. Même si Momonkechi espérait qu'elle choisirait une carrière plus pragmatique, elle ne la décourageait jamais. Elle secouait simplement la tête et disait « Que Dieu t'aide, Camilla ». Cette foi la soutenait. Elle passait ses vacances à aider une couturière en bord de route, observant attentivement la femme couper, mesurer et coudre, absorbant chaque mouvement comme une apprentie silencieuse. Camilla n'avait pas grand-chose, mais elle était disciplinée. Elle se levait tôt pour aller chercher de l'eau, balayait les couloirs de la résidence et parvenait malgré tout à être première de sa classe. Ses voisins la surnommaient souvent la personne discrète et déterminée. Elle ne perdait ni son temps ni ses paroles. Elle passait ses soirées à coudre des vêtements pour ses voisins ou à dessiner sous la lueur vacillante d'une lampe à pétrole. Lorsqu'elle fut admise en stylisme et technologie vestimentaire à l'école polytechnique d'Ibadan, elle pleura sur son tapis ce soir-là, non pas de peur, mais de soulagement. C'était comme un premier pas hors de la pauvreté, une bouffée d'air après des années d'étouffement. Elle se promit de ne pas échouer. Elle s'élèverait, non seulement pour ses rêves, mais aussi pour ses parents, morts avant de la voir devenir quelqu'un. Joshua Michael était un pur produit de la gosse, à la langue bien pendue, débrouillard et d'une ambition débordante. Né au cœur d'Adjugun, il était l'aîné de 4 enfants élevés par une mère célibataire, Mama Esther, qui vendait des Acura et des PAP sur un stand de fortune en bois à côté d'un atelier de mécanique. Leur appartement d'une pièce était un chaos exigu, fait de moustiquaires, de linoléum déchiré et du bruit des générateurs de tous côtés. La vie n'offrait pas à Joshua le luxe de rêver petit. Dès son plus jeune âge, il considérait la difficulté non pas comme un fardeau, mais comme un défi qu'il était déterminé à surmonter. Il s'était juré de ne jamais ressembler aux hommes qu'il voyait boire du gin bon marché dans les recoins du bidonville, se plaignant d'un gouvernement qui les avait depuis longtemps oubliés. Même enfant, Joshua avait toujours su se tirer d'affaire. C'était un conteur né, racontant des histoires et des blagues avec une telle aisance que la foule se rassemblait souvent autour de lui aux arrêts de bus. Il a appris à imiter les voix des radios, à mémoriser les paroles des jingles et à imiter les célébrités juste pour faire rire les gens et lui donner un pourboire. À 17 ans, il était déjà connu dans la rue pour animer des talk-shows fictifs avec un écran de téléphone fissuré et une enceinte rechargeable. Mais ces dons ne suffisaient pas à payer les factures. Il se débrouillait, vendant des téléphones d'occasion, faisant des courses pour les politiciens et faisant même de longues files d'attente pour les personnes qui ne le souhaitaient pas. Son univers tournait autour d'une seule chose, réussir à sortir de l'adjugunal. Et pour lui, réussir signifiait richesse, reconnaissance et surtout pouvoir. Lorsqu'il fut admis à l'école polytechnique d'Ibadan pour étudier la communication de masse, Joshua avait déjà changé d'image. Il ne voulait plus être connu comme le garçon des rues d'Adjugunal. Il voulait devenir un média mobile, le prochain roi de la radio nigériane. Mais son ambition s'accompagnait de compromis. Il mentait pour paraître plus important qu'il ne l'était, affichait des relations qu'il n'avait pas et manipulait les opportunités pour les saisir. Sa soif de réussite commença à éroder ses valeurs, le peu qu'il en restait.
Il croyait que l'amour pouvait attendre, que l'humilité était une faiblesse et que la loyauté était réservée aux pauvres. Pour lui, le monde ne récompensait pas les justes, mais les impitoyables. Et il n'avait aucune intention de rester en arrière. C'était un vendredi après-midi humide lorsque leurs univers se sont croisés pour la première fois à l'exposition annuelle des jeunes talents de l'école polytechnique. Camilla avait été invitée à présenter ses robes en wax faite maison aux côtés d'autres étudiants en mode, même si sa place était réservée à la fin du programme, bien après le départ de la plupart des participants. Elle se tenait silencieusement à côté d'un modeste présentoir de robes qu'elle avait confectionné à partir de chutes de tissu, les mains jointes avec nervosité, tandis que quelques étudiants curieux passaient devant elle. Joshua, chargé par le club de radio du campus de couvrir l'événement, fut d'abord séduit non pas par ses créations, mais par son immobilité. Contrairement aux autres exposants qui interpellaient les passants et posaient pour les photos, Camilla se tenait debout, comme si l'œuvre devait parler d'elle-même. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Joshua s'approcha avec son téléphone cassé transformé en enregistreur et une chemise à moitié boutonnée, Camilla leva à peine les yeux. « Puis-je vous interviewer » demanda-t-il d'un ton inhabituellement doux. Elle hocha la tête. Il lui demanda ce qu'elle pensait de ses créations, ce qui l'inspirait, comment elle parvenait à créer de la beauté à partir de si peu. Pour la première fois ce jour-là, Camilla sourit. « Mes rêves m'occupent », dit-elle en remettant une mèche de tresse lâche derrière son oreille. Sa voix était douce mais posée, et ses yeux pétillaient de passion. Joshua, pris au dépourvu, oublia d'enregistrer la moitié de ses réponses. Ce soir-là, au lieu de publier son commentaire habituel, il ajouta une légende sous sa photo. « J'ai rencontré une fille qui fait ressembler les points de suture à des étoiles. » L'histoire est devenue virale parmi leurs camarades de campus. À partir de ce jour, leurs chemins ont commencé à se croiser. Joshua a commencé à se rendre à l'atelier de couture pendant les pauses, lui proposant des encas qu'il ne pouvait pas s'offrir lors de conversations dont elle ignorait avoir besoin. Camilla, d'abord prudente, s'est peu à peu confiée. Ils ont commencé à discuter de leur enfance, de leurs objectifs, de leurs frustrations face aux injustices de la vie. Il admirait son dévouement, elle admirait sa confiance en lui. Le dimanche, il la raccompagnait de l'église, même si son auberge était loin de chez lui. Il ne formait pas le couple idéal. Il était effronté, elle réservée, mais ils parvenaient à se contrebalancer. À la fin du semestre, ils étaient inséparables. Et même si aucun d'eux n'avait encore prononcé le mot « amour » à voix haute, ils vivaient discrètement entre leur silence partagé et leurs rêves inachevés. Camilla avait entendu les murmures, senti les regards hésitants et même reçu un avertissement brutal de sa meilleure amie, Lydia. La soif de pouvoir de ce garçon est plus forte que son amour pour toi. Mais Camilla, toujours fidèle, croyait en son choix. Elle croyait en Joshua. Il lui avait promis un avenir où ses créations envahiraient les podiums et où sa voix résonnerait sur les ondes radio du pays. Il peignait des tableaux avec ses mots, et elle s'accrochait à l'espoir que leur amour évoluerait au rythme de son ambition. Lorsqu'il la demanda en mariage dans le petit atelier de couture, entourée de mètres rubans et d'échantillons de tissu, elle accepta sans hésiter. Peu lui importait qu'il n'ait pas de bague à ce moment-là ou que la demande ait eu lieu pendant un blackout. Seul importait qu'elle vienne de lui. Leur mariage s'est déroulé avec un budget serré dans une modeste église d'Ibadan, avec à peine 40 personnes présentes. Camilla portait une simple robe blanc cassée qu'elle avait cousue elle-même et un bouquet composé d'hibiscus et de fleurs sauvages. De son côté, les bancs étaient remplis de visages qu'il aimait sincèrement, de ses voisins, d'apprentis couturiers et de jeunes membres de l'église. Du côté de Joshua, les sièges étaient presque vides. Sa famille n'était pas venue. Sa mère, Mama Esther, avait déclaré quelques semaines plus tôt que Taylor Girl ne pourrait jamais être la femme de mon fils. Elle va le faire tomber. Ses deux sœurs se moquaient de Camilla sur les réseaux sociaux, la qualifiant de reine dans des tweets codés. Joshua ne l'a pas défendue. Il lui a simplement dit d'ignorer le bruit, qu'ils viendraient tous à lui dès qu'il serait là. Camilla acquiesça, le cœur serré. Durant les premiers mois de leur mariage, Camilla s'est investie pour le soutenir. Elle vendit les vieux bijoux de sa mère pour lui acheter un nouveau costume pour un entretien d'embauche. Elle cuisinait, faisait le ménage et l'aidait même à écrire les scripts de ses auditions radio. Joshua, à son tour, devint de plus en plus agité. Chaque fois qu'un membre de la famille appelait, il sortait pour répondre, revenant toujours plus calme. Pourtant, Camilla le soutenait.
Elle ignorait les moqueries, même lorsque maman et Ketchi leur suggérèrent subtilement de rentrer vivre à la maison. Elle croyait que son amour pouvait combler le fossé entre le mépris de sa famille et leur vision commune. Même lorsque Joshua commença à se montrer distant, Camilla resta dévouée. Elle ne se contenta pas de l'épouser, elle s'investit pleinement dans le chemin qu'ils s'étaient promis de parcourir ensemble. Joshua a connu un véritable succès en décrochant un créneau d'animateur en milieu de matinée sur Pulse 98.4 FM, une station de radio de Lagos en plein essor, réputée pour ses potins people, ses plaisanteries politiques et ses tendances pop. Dès qu'il a franchi les portes de l'élégant bâtiment de verre de Victoria Island, il a senti un mouvement dans sa poitrine. Tout ici respirait le succès. Sol en marbre, panneaux d'ascenseur siglés, personnel et blazers impeccables aux battes assorties. Comparé aux pantalons rapiécés et aux chemises trempées de sueur de son enfance malmenée, c'était un autre univers. Le premier jour, alors qu'il ajustait le micro dans la cabine d'enregistrement et s'éclaircissait la gorge, il murmura « Joshua Michael, tu es arrivé ». Peu importait que son salaire couvrait à peine les frais de transport, il était désormais une voix à l'antenne, et cette voix était puissante. Le même jour, lors d'une réunion d'orientation de l'équipe, Joshua a rencontré Blessing Steven. Elle était facile à repérer, grande, la peau mate, naturellement élégante, avec des cils audacieux et une voix de velours trempée de feu. Responsable marketing et chargée de communication de la marque pour la station, elle était connue pour ses relations dans la vie nocturne de Lagos, ses activités d'organisatrice d'événements et le cercle des influenceurs. Elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais rien demandé. Lorsqu'elle tendit la main à Joshua et lui dit « Bienvenue dans le vrai Lagos », il rit nerveusement, ignorant que cette femme allait marquer le tournant de sa vie. Blessing vit en lui ce que Camilla n'avait pas perçu, une ambition brute prête à être manipulée. Et elle aimait les hommes comme ça, affamés, désespérés, avides de prouver quelque chose. Au cours des semaines suivantes, Blessing commença à faire découvrir à Joshua son univers, un monde de soirées nocturnes, de voitures de sport, de lumière tamisée et d'alcool hors de prix. Elle l'emmenait dans des lieux fréquentés par des célébrités, lui offrait des parfums de marque, le préparait pour des séances photos à la radio et lui murmurait des flirts qu'il feignait d'ignorer. Elle appelait Camilla, ta couturière, avec un sourire narquois, et quand Joshua rit au lieu de défendre sa femme, une porte se referma doucement dans son âme. Il commença à rentrer tard, à inventer des rendez-vous et à s'impatienter devant la simplicité de Camilla. Il préférait l'éclat à la substance, le bruit au silence. En Blessing, il voyait un accès à une version de lui-même que l'amour discret de Camilla ne pouvait lui offrir. Et même s'il ne l'avait pas encore admis, il franchissait déjà une ligne d'où il ne pourrait jamais revenir. Le silence dans leur maison s'alourdissait de jour en jour. Ce qui était autrefois un espace de rire, d'échange d'idées et d'encouragement murmuré était devenu un lieu de silence gêné et de regard froid. Camilla sentait les fondations de leur mariage s'effondrer, mais Joshua faisait comme si de rien n'était. Il ne lui disait plus quand il avait des événements auxquels il devait assister. Elle ne l'apprenait que par des photos taguées et des articles de blog. Lorsqu'elle tentait de le confronter, il balayait ses inquiétudes avec sarcasme. « Tu ne comprendrais pas, Camilla. C'est la vie médiatique, » disait-il en la frôlant comme si elle n'était qu'une ombre parmi d'autres. Camilla, qui se sentait autrefois comme une reine à ses yeux, se sentait désormais comme une étrangère chez elle. La distance entre eux s'est creusée lorsque Joshua a commencé à la critiquer à tout propos. Il a formulé des remarques sournoises sur ses vêtements, suggérant que ses tenues Ankara étaient trop locales pour un homme dans sa position. Il fronçait les sourcils lorsqu'elle lui suggérait de faire un budget ou d'économiser, lui rappelant souvent « c'est moi qui gagne vraiment de l'argent maintenant ». Camilla regardait, impuissante, l'homme qu'elle avait connu, le garçon qui croyait en ses rêves, se transformer en quelqu'un enivré par la vanité et la reconnaissance. Il n'avait pas seulement soif de gloire, il en était consumé. Et pire encore, il laissait la présence de bénédiction dans sa vie devenir plus que professionnelle. Camilla le voyait à la façon dont il parlait d'elle, trop souvent, avec trop d'admiration. « Elle sait comment s'y prendre avec les gens qui réussissent », disait-il. « Tu devrais prendre exemple sur elle. » Un soir, Camilla prépara sa soupe de gombo préférée et attendit patiemment que le plat refroidisse. À son retour, il empestait l'alcool et l'eau de Cologne qui ne lui appartenaient pas. Alors qu'elle s'approchait de lui avec inquiétude, il recula et le fusilla du regard.
Pourquoi te comportes-tu toujours comme ma mère? Laisse-moi de l'espace. Les mots le piquèrent comme un acide. Camilla se retira silencieusement, gardant son sang-froid, mais son cœur se brisait. L'homme qui autrefois lui tenait les mains et l'appelait sa colonne vertébrale la faisait maintenant se sentir comme un fardeau. Et même si elle n'avait pas encore pleuré, son âme pleurait. Au fond d'elle-même, elle savait que les fissures de leur mariage n'étaient plus assez petites pour être réparées par le silence et la patience. Elle s'élargissait à chaque mensonge, à chaque insulte, et chaque soir, il préférait le monde à elle. C'était un samedi soir comme les autres, sauf que Camilla avait un pressentiment qu'elle ne pouvait pas se défaire. Joshua avait dit qu'il travaillerait tard à la gare, mais lorsqu'elle l'appela pour prendre de ses nouvelles, son téléphone sonna sans réponse. Plusieurs fois. Le silence était plus pesant que d'habitude. Quelque chose en elle la poussait à aller le voir, non par suspicion, mais par inquiétude, du moins c'est ce qu'elle se disait. Elle emballa la nourriture qu'elle avait préparée, revêtit son simple pagne bleu et un chemisier délavé, et embarqua à bord d'un kiki de Yaba à l'île Victoria. Ses mains tremblèrent pendant tout le trajet. Son cœur battait fort, mêlé d'un étrange mélange de peur et d'espoir. Elle avait tort, tout était encore réparable. Lorsqu'elle arriva au poste, le quartier était silencieux, trop silencieux. L'agent de sécurité à l'entrée la reconnut et, après quelques hésitations, la laissa entrer. « Oh, bonne journée à l'étage, mais pas de bruit », prévint-il. Elle passa devant la réception vide, monta les escaliers et s'approcha de la salle d'enregistrement où Joshua faisait souvent des heures supplémentaires. Lorsqu'elle ouvrit la porte sans frapper, le temps sembla s'arrêter. Ils étaient là, Joshua et Blessing. Ils ne parlaient ni de stratégie marketing ni d'audimat. Blessing était sur ses genoux, ses mains lui caressaient les cheveux, ses lèvres effleuraient sa joue. Ils ne bronchèrent pas. Ils ne firent pas semblant. Joshua leva les yeux avec une expression nonchalante, comme s'il avait été surpris en train de grignoter, sans trahir sa femme. Camilla resta figée, le paquet de nourriture lui échappant des mains et s'écrasant sur le carrelage. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Camilla se remplirent de larmes, mais aucune larme ne coula. Elle recula, mais Joshua se leva nonchalamment, rajusta sa chemise et dit avec une indifférence choquante « Camilla, tu aurais dû appeler. Tu ne peux pas débarquer comme ça sur mon lieu de travail. » Elle haleta, stupéfaite par cette impudence. « Tu me trompes » dit-elle d'une voix à peine murmurée. Il haussa les épaules et jeta un bref coup d'œil à Blessing, qui esquissa un sourire narquois. « Et alors ? Peut-être que si tu agissais davantage comme une femme qui a sa place dans ce monde, les choses seraient différentes. Blessing me comprend. Elle me correspond. » Camilla s'asserra la poitrina. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation. Joshua ne s'est pas excusé, n'a pas expliqué, n'a même pas fait semblant d'être désolé. À cet instant, l'homme en qui elle avait cru autrefois s'est révélé, non seulement infidèle, mais impénitent. C'était un mercredi matin, le genre de matin où le soleil semblait trop brillant pour ce qui allait se passer. Camilla avait à peine fini de balayer le salon que Joshua émergea de la chambre, vêtu d'une chemise Chris designer qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il avait l'air différent, plus riche, plus froid, inconnu. Elle ouvrit la bouche pour lui demander où il allait, mais il l'interrompit au milieu de sa phrase. « Tu devrais commencer à faire tes valises aujourd'hui, » dit-il, sans même prendre la peine de la regarder dans les yeux. Les sourcils de Camilla se froncèrent, incrédule. « Que as-tu dit » demanda-t-elle, la voix tremblante, immobile, balai à la main. Joshua jeta ses clés de voiture sur la table avec un soupir d'irritation. « Je t'ai dit de faire tes valises. Tu ne peux plus rester ici. Cet arrangement. C'est terminé. » La gorge de Camilla s'asserra. « Tu me renvoies » demanda-t-elle lentement, comme si ces mots pouvaient changer de sens si elle les répétait. Joshua s'approcha du miroir, ajustant ses menottes avec l'air de quelqu'un qui prend une décision professionnelle, pas qui brise un mariage. « Arrêtons de faire semblant, » dit-il froidement. « Tu ne corresponds plus à mon univers, Camilla. Je suis une personnalité publique maintenant. Je fréquente des cadres, des célébrités, des politiciens. Que penseront les gens en me voyant avec une femme qui porte encore des robes de chambre cousues localement et qui a une machine à coudre à la main ?» Sa voix était teintée de mépris. « Toi » il marqua une pause et la regarda. « Tu n'es pas ma marque.
Tu ressembles à ce que je suis, pas à ce que je suis. Le mot la frappa comme une gifle, mais Camilla ne pleura pas. Elle resta là, figée, tandis que son monde s'écroulait en temps réel. Alors, tu privilégies l'image à la loyauté, murmura-t-elle. Je t'ai tout donné, Joshua. Il s'est moqué de moi. Exactement. Tu m'as donné ce que tu avais. Et ce n'était pas suffisant. Il se dirigea vers la porte, l'ouvrit et désigna l'extérieur. Un taxi l'attendait. J'ai déjà payé le chauffeur. Ne traînez pas. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Camilla regarda la maison qu'elle avait aidé à meubler, les murs qu'elle décorait avec amour, les rêves qu'elle y avait brodés. Puis, lentement, elle se retourna, rassembla ses quelques affaires, prit sa machine à coudre et sortit sans un mot. La porte se referma derrière elle, fermant non seulement leur maison, mais tout ce qu'ils avaient été. Camilla passa sa première nuit sans abri sur la véranda d'une librairie fermée de Surolier. Sa machine à coudre était à ses côtés comme une fidèle compagne, enveloppée dans un foulard délavé. Elle dormait à peine, chaque pas la faisait se redresser de peur, chaque rafale de vent lui faisait froid dans le dos. Mais malgré les larmes qui avaient trempé son pagne et le vide douloureux qui l'envahissait, elle refusa de mendier. Le lendemain matin, elle se nettoya le visage à un robinet public et erra dans les rues à la recherche d'un endroit plus sûr. C'est alors qu'elle entendit un chant doux, envoûtant et magnifique, résonner aux portes ouvertes d'une petite église blanche plus loin dans la rue. Plus par instinct que par conviction, Camilla entra, cherchant un moment de paix. L'église était silencieuse, à l'exception de quelques femmes âgées qui priaient à l'autel. Camilla trouva un siège au fond, serrant son sac et son appareil. À la fin des prières, une voix douce l'interpella. « Ma fille, tu as l'air fatiguée. » Camilla se retourna et vit une vieille femme aux cheveux argentés, vêtue d'un chemisier en dentelle délavée. Elle s'appelait Mama Agnès. Elle était assise à côté de Camilla et ne posait aucune question indiscrète, se contentant d'écouter. Quelque chose dans la présence de la vieille femme poussa Camilla à se confier. Elle raconta son histoire d'une voix douce, celle de Joshua, de la trahison, de l'humiliation, de la rue. Maman Agnès hocha patiemment la tête, sans quitter Camilla des yeux. Puis, sans hésiter, elle dit « Tu peux dormir dans l'arrière-salle de l'église pour l'instant. Ce n'est pas grand-chose, mais tu seras en sécurité. » Cette même nuit, alors que Camilla était allongée sur un matelas fin sous une ampoule vacillante, maman Agnès revint avec un thermos de bouillie et un morceau de papier plié. « Je connais quelqu'un, » dit-elle. « Elle s'appelle Madame Wyanad. Elle possède un atelier de couture à Surlier. Je lui ai enseigné à l'école du dimanche il y a 30 ans. Elle aide les jeunes filles qui savent coudre. Tu devrais la rencontrer. » Les doigts de Camilla tremblaient en tenant le mot. C'était comme une lueur d'espoir dans un mur d'obscurité. Pour la première fois depuis des jours, elle murmura « Merci. » Maman Agnes Surit. Dieu n'oublie pas ceux qui cousent avec amour. Cette nuit-là, tandis que Camilla sombrait dans le sommeil, l'odeur du cirage et des vieux livres précieux flottant dans l'air, elle serra sa machine à coudre contre elle et sentit l'espoir naître doucement en elle. Le lendemain matin, Camilla revêtit sa tenue la plus impeccable, attacha ses cheveux en un chignon soigné et se rendit à l'atelier de couture de Madame Wyanad, sa machine à coudre soigneusement posée dans un sac Ganimusco. L'atelier se trouvait dans une rue animée de Surlier, un modeste espace de 2 pièces peints en rose vif, où des mannequins, vêtus de robes à moitié finies, se tenaient au garde-à-vous tels des sentinelles. Le bourdonnement rythmique des machines emplissait l'air, tandis que les jeunes apprentis s'élançaient entre les portants à tissu. Madame Wyanad était une femme grande et sûre d'elle, la cinquantaine, aux pommettes saillantes et au regard perçant. Elle écouta le récit de Camilla sans interruption, l'air indéchiffrable. Lorsque Camilla eut terminé, s'attendant à un congé poli, Madame Wyanad dit simplement « Montrez-moi de quoi vos mains sont capables. » Elle tendit à Camilla un chemisier déchiré et lui montra une table poussiéreuse dans un coin. Camilla travaillait en silence, ses doigts s'agitant avec une grâce née de la faim et de l'habitude. Elle cousait le chemisier à la perfection, renforçant les coutures fragiles et ajoutant un subtil évasement à l'encolure. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Madame Wyanad l'observer attentivement. « Tu as les mains, dit-elle, et tu as la douleur. C'est ce qui fait les meilleurs créateurs. » Elle proposa à Camilla un poste d'assistante tailleuse, non rémunérée au début,
mais avec accès gratuit aux chutes de tissu et un repas quotidien. Camilla accepta avec gratitude. Elle se consacra entièrement à son travail, apprenant auprès des autres tailleurs, dessinant le soir dans la salle paroissiale, économisant chaque naira possible. 2 mois plus tard, Madame Wayanad lui permit de commencer à accepter de petites commandes de clients à côté. Au bout de 4 mois, Camilla avait réussi à acheter sa propre machine à coudre d'occasion et avait loué un petit kiosque près d'un salon de coiffure en bord de route. Elle l'avait baptisé « Point de grâce ». L'enseigne était manuscrite sur du contreplaqué, mais sa passion lui donnait un sens. Elle s'est spécialisée dans la confection sur mesure de hauts et de jupes en Ankara, ajoutant des touches élégantes qui attiraient l'attention des passants. Le bouche à oreille s'est rapidement répandu. Les clients ont apprécié ses finitions soignées, sa ponctualité et sa présence chaleureuse. Elle travaillait jour et nuit, s'endormant souvent avec des épingles plantées dans son chemisier. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas facile. Mais c'était la sienne. Camilla Jones, autrefois rejetée comme un déchet, reconstruisait lentement sa vie. Un fil, une manche, un sourire à la fois. Les affaires de Stitch of Grace progressaient régulièrement, et Camilla commençait à attirer l'attention au-delà de sa clientèle locale. Un jeudi après-midi humide, alors qu'elle ajustait un chemisier de mariée sur un mannequin devant son kiosque, un SUV noir ralentit et s'arrêta. Une jeune femme en tailleur-pantalon élégant sortit, une tablette à la main, et jeta un coup d'œil curieux au travail de Camilla. « Êtes-vous Camilla Jones ?» demanda-t-elle. Camilla s'essuya les mains sur son emballage et hocha prudemment la tête. « Mon patron recherche un créateur discret pour un événement spécial. Quelqu'un avec des coutures soignées, une créativité sur mesure et sans chichi. J'ai vu votre travail grâce à l'une de nos collaboratrices. Accepteriez-vous de venir en consultation ?» La femme a tendu à Camilla une carte, sans nom, juste un numéro de téléphone et une adresse dans une enveloppe. Camilla a hésité un instant. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une maison de retraite, et encore moins dans les maisons de ses résidents les plus aisés. Mais quelque chose dans le ton de la femme lui disait que cela pourrait être différent. Le lendemain matin, parée de ses plus beaux atours, elle monta dans un bus et fit 2 allers-retours en bus pour rejoindre l'endroit. La maison était une vaste demeure couleur crème, nichée derrière des portes dorées et de grands palmiers. Elle fut conduite par des couloirs de marbre jusqu'à un vaste dressing, où des portants de vêtements de créateurs côtoyaient des rouleaux de tissus rares intacts. Derrière un rideau de perles, une femme d'une 40aine d'années, drapée dans un peignoir de soie, ajustant ses boucles d'oreilles devant un miroir, l'attendait. Elle se tourna lentement et adressa un bref sourire à Camilla. « Mon assistante m'a dit que tu travaillais tranquillement, » dit-elle. « C'est bien. Je n'ai pas besoin de bruit, je veux l'excellence. » Camilla hocha la tête, ignorant encore à qui elle s'adressait. La femme expliqua qu'elle avait un gala exclusif dans 2 semaines et qu'elle voulait une robe unique. « Je veux quelque chose d'audacieux mais gracieux. J'en ai assez de ces créateurs surfaits qui copient les styles occidentaux. Je veux de la culture avec de l'élégance, » a-t-elle ajouté. Les mains de Camilla brûlaient d'envie d'avoir son carnet de croquis. « Je peux te le faire, maman, » dit-elle doucement. La femme désigna une table remplie de tissus importés. « Choisissez vos armes. » Alors que Camilla commençait à examiner les textures, elle ignorait encore que la femme devant elle était Madame Kizaram Obi, épouse de l'homme d'affaires milliardaire Chuka Obi, l'un des hommes les plus puissants du Nigeria. Sans qu'elle le sache, ce n'était pas un simple travail. C'était une porte ouverte sur un monde qui allait changer sa vie à jamais. La robe fut livrée 3 jours avant l'événement, un chef-d'œuvre de confection raffinée, confectionné dans un tissu en chêne aux os d'un vert émeraude profond, imprégné de dentelles transparentes, de perles cousues main et de broderies symboliques représentant l'unité et la force. Lorsque Madame Kizaram Obi l'enfila, elle haleta doucement. Ce n'était pas seulement une robe, c'était une déclaration. La coupe était impeccable, les finitions majestueuses, et la créativité dépassait tout ce que ses créateurs habituels avaient pu offrir. Elle se tourna lentement devant le miroir, le visage calme, mais ses yeux brillaient d'admiration. « Où as-tu appris à faire ça ?» demanda-t-elle. Camilla, debout humblement à côté, son ruban adhésif et ses stylos, répondit « Pas du tout, formellement, mon Dieu, juste. Regarde-le d'abord dans ma tête. » Madame Obi resta silencieuse au début. Puis elle prit son téléphone et passa un appel. « Dites au chef de monter. »
Quelques instants plus tard, Camilla entendit le léger bruit sourd de mocassins italiens cirés sur le sol en marbre. La porte à 2 battants s'ouvrit et un homme grand, rasé de près, en cafetan, entra, une montre en or visible sous sa manche. Sa présence emplit la pièce avant même qu'il ne parle. C'était Chuka Obi, le milliardaire solitaire derrière Obi Holdings, une société connue pour son pétrole, son immobilier et sa politique d'élite. Camilla se figea, à peine capable de respirer. Il examina la robe en silence, hochant la tête avec une légère surprise. « Ma femme n'a jamais eu une allure aussi royale, » dit-il avec un sourire lent. Puis son regard se porta sur Camilla. « C'est toi qui as fait ça. » Elle hocha la tête, ne sachant que dire. « Ton nom ?» demanda-t-il. « Camilla Jones, » murmura-t-elle. « D'où ?»« Bodija et Baran, » répondit-elle. Chuka hocha lentement la tête. Le talent de Bodija avec une qualité dégueulasse. Il se tourna vers sa femme. Sponsorisons sa prochaine collection. Donnons-lui une tribune au gala de la Fondation dans 6 semaines. Madame Obi haussa un sourcil. Tu es sûr? Chuka sourit. On a besoin de nouvelles voix. Et elle est réelle. Non emballe. Le cœur de Camilla faillit s'arrêter. Elle avait du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Elle, une couturière de rue sans showroom officiel, était invitée à participer à l'un des événements de mode les plus exclusifs du Nigeria, soutenu par l'une des familles les plus riches du pays. Elle s'inclina en signe de gratitude, les yeux humides. Chuka se retourna lorsqu'il sortit et ajouta nonchalamment « À partir de maintenant, je la garderai à mes côtés. Personne d'autre ne devrait confectionner vos vêtements. » À cet instant, Camilla Jones entamait, discrètement mais avec force, un nouveau chapitre de sa vie. Le gala de la Fondation Obi arriva comme un éclair, organisé à l'hôtel Continental de Lagos, avec un tapis rouge déroulé pour la royauté, les dignitaires, les influenceurs et les diplomates étrangers. Pour la première fois, le nom de Camilla Jones figurait sur la liste officielle de presse, sa marque, Stitch of Grace, figurant parmi les créateurs d'élite de Paris, Milan et Johannesburg. Sa section, initialement nichée entre 2 noms établis, a surpris le public dès l'arrivée de ces mannequins sur le podium. La collection de Camilla offrait une fusion époustouflante de textures africaines traditionnelles et de silhouettes modernes. Robes agbata fluides au corsage structuré, combinaisons métallisées et robes boba imprégnées de mousseline, scintillantes d'une élégance discrète. Ces créations ne se contentaient pas de défiler, elles racontaient des histoires. En coulisses, Camilla observait nerveusement, les mains serrées, tandis que des murmures d'admiration commençaient à parcourir la foule. Les flashs des appareils photos s'intensifiaient. Les rédacteurs en chef murmuraient entre eux. Certains invités se levèrent pour applaudir au milieu de sa présentation. Madame Obi était assise au premier rang, vêtue d'une pièce d'or de la collection Camilla, fière de sa posture, hochant la tête à chaque pièce qui défilait. Après le défilé, Camilla a été submergée de questions par les journalistes, les stylistes ont sollicité des interviews et 3 propriétaires de boutiques lui ont proposé des collaborations sur le champ. Débordée, elle est restée ferme, gracieuse, confiante et silencieuse, tandis que le bruit autour d'elle s'intensifiait. En 24 heures, des hashtags comme Stitch of Grace et Camilla Jones Rising étaient en vogue sur Twitter, la plateforme de mode nigériane. Les jours suivants furent tout simplement extraordinaires. Camilla figura dans le magazine Geneviève, fit l'objet d'un portrait par Harris Fashion Weekly et fut interviewée en direct à la télévision. Les créateurs qui se moquaient autrefois des tailleurs de rue commencèrent à s'inspirer de ses créations. Les invitations affluaient de salons de mariage prestigieux et d'essayages privés. Son minuscule kiosque à Surlier était devenu un carrefour médiatique, des clients affluant de Port-Harcourt et d'Abuja juste pour la rencontrer. Pourtant, malgré les lumières, Camilla restait ancrée. Elle refusait de déménager à Lekki ou de porter des marques juste pour impressionner. Elle continuait à créer la nuit à la lueur des bougies, murmurant des prières avant chaque point. Et malgré tout cela, une chose demeurait constante. Elle ne mentionnait jamais le nom de l'homme qui l'avait mise à la porte. Le monde la découvrait à peine, mais Camilla s'était déjà trouvée. Sur Pulse 98.4 FM, Joshua Michael était devenu une voix et un visage reconnaissables, une personnalité médiatique autoproclamée, connue pour son débit assuré et ses plaisanteries en ligne.
Mais derrière le micro impeccable et les sourires de la caméra, les choses commençaient à se gâter. Blessing Stephen, désormais officiellement sa petite amie, ne se contentait plus d'être la voix mystérieuse derrière son succès. Elle avait autant envie d'être sous les projecteurs, voire plus. Elle a commencé à apparaître lors des sessions live, à publier des photos des coulisses et à taguer des marques sur des photos provocantes prises ensemble dans des salons et des lieux de rencontre d'influenceurs. La direction a suscité la controverse, surtout après que les sponsors ont commencé à se plaindre du manque de professionnalisme de la station, lié aux frasques publiques croissantes de Joshua. Joshua, trop imbu de lui-même pour le remarquer, a ignoré les avertissements. « Ils ont plus besoin de moi que moi d'eux », s'est-il vanté. Mais le scandale a éclaté au moment où personne ne s'y attendait. Une vidéo granuleuse a fait surface en ligne, filmée dans le hall d'un hôtel de l'île Victoria, montrant Blessing en pleine dispute avec un autre homme, suivi d'une révélation choquante. L'homme était un responsable de marque de l'un des principaux sponsors de Pulse FM. Quelques heures plus tard, une deuxième vidéo est apparue, cette fois-ci avec Blessing faisant des remarques désobligeantes sur la direction de Pulse FM et Joshua lui-même, affirmant qu'il n'était célèbre que parce que je l'avais assailli. Les vidéos sont devenues virales. Des hashtags comme Blessing Exposed et Joshua Drama ont été tendance pendant des jours. Ce qui était plus douloureux que l'embarras public, c'était que la station venait de reprendre les négociations avec un syndicat international et que Joshua se retrouvait désormais au cœur d'un cirque médiatique. Il fut convoqué à une audience disciplinaire le lendemain matin. La décision fut prise rapidement et sans sentimentalisme. Son contrat a été résilié pour faute professionnelle, atteinte à sa réputation et violation du règlement. En moins de 24 heures, Joshua a tout perdu. Son émission, ses contrats de sponsoring, son accès au studio et ses futurs contrats. Blessing a disparu, supprimant ses comptes sur les réseaux sociaux et ignorant ses appels. Il rentra à son appartement ce soir-là, s'assit au bord de son lit vide et fixa son téléphone éteint. Le silence le narguait. La gloire qu'il poursuivait si désespérément lui avait glissé entre les doigts comme du sable. Et pour la première fois depuis qu'il avait mis Camilla dehors, il réalisa ce que cela faisait d'être rejeté, d'être considéré comme un fardeau. Mais ce n'était que le début de sa chute. Les fissures s'étaient transformées en effondrements. Camilla Jones se tenait devant le miroir de son nouvel atelier, nichée dans un coin calme et sécurisé d'une maison, loin des rues encombrées de surliers, où son histoire avait commencé. L'espace était minimaliste mais élégant, vitrine en verre, table de coupe en marbre et mannequin vêtus de soie et de velours fluide. Au-dessus de l'entrée, une enseigne en bronze annonçait désormais « House of Camilla », sa nouvelle marque de luxe. Après des mois de commandes privées, de critiques élogieuses et d'une demande fulgurante, Camilla a finalement fait son entrée dans le monde de la mode haut de gamme. Elle a embauché 2 assistants, un directeur artistique et même un responsable des relations publiques qui l'ont convaincu que pour bâtir un empire de la mode d'élite, elle devait être vue là où l'élite se réunissait. C'est ainsi que les invitations ont commencé. Camilla a commencé à fréquenter des ventes aux enchères d'art prestigieuses, des brunchs mondains et des dîners diplomatiques, non pas en tant qu'invitée, mais en tant que créatrice respectée à part entière. Elle ne courait pas après les caméras, mais elle la courait. Elle arrivait en voiture avec chauffeur, drapée dans des tenues sur mesure de sa propre création, riche en couleurs, aux structures spectaculaires, mais toujours gracieuse et douce. Son look signature est devenu immédiatement reconnaissable. Un glamour subtil, des tissus audacieux et une prestance qui a fait tourner les têtes. Les blogs de mode ont commencé à le remarquer. Geneviève Weekly a nommé son créateur à suivre. Les paparazzi la prenaient en photo à chacune de ses sorties, légendant souvent ses photos ainsi. Une créatrice mystérieuse domine l'élite de la gosse. Le monde ne connaissait pas encore toute son histoire, mais il savait qu'elle était une star à suivre. Un soir, Camilla est arrivée à un lancement de soins de luxe au Radisson Blu Rooftop. Elle portait une robe cape couleur saphir ornée de fils métalliques qui scintillaient sous les lumières du lustre. Les flashs des appareils photo ont brillé lorsqu'elle est sortie du SUV noir fourni par son client, et des murmures l'ont suivie dans le hall. Les invités murmuraient son nom, incertains de ses origines, mais certains de son pouvoir. En quelques mois, elle était passée de l'ombre à l'exclusivité. Mais malgré tout, Camilla gardait les pieds sur terre. Elle parlait peu, souriait avec grâce et laissait son travail parler pour elle. À son insu,
Une de ces photos de tabloïd allait bientôt croiser le regard de quelqu'un qui avait oublié son existence, jusqu'à présent. Et lorsqu'il la verrait, assise aux côtés des personnes qu'il rêvait de rencontrer, il comprendrait que la femme qu'il avait rejetée était devenue tout ce qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Joshua Michael avait passé les dernières semaines à sombrer dans l'oubli. Depuis son renvoi de Pulse.fm, la plupart de ses connaissances célèbres ont cessé de répondre à ses appels. Blessing avait disparu sans laisser de traces, et ses abonnés en ligne étaient réduits au silence. S'accrochant aux miettes de sa célébrité passée, il a réussi à convaincre un vieil ami d'université, travaillant désormais pour une agence de production, de lui réserver 2 places VIP pour un concert exclusif à Echo Atlantic. C'est sur invitation seulement, prévint l'ami. N'attire pas l'attention. Joshua s'en fichait. Il avait juste besoin de retrouver son attrait, de côtoyer des gens qui comptaient encore, même s'ils ne le reconnaissaient plus. Vêtu d'un blazer emprunté et de baskets de créateur contrefaite, il entra dans l'arène éblouissante. Le concert était un spectacle, avec des lumières synchronisées, des DJ célèbres et des plateaux de champagne flottant dans la foule. La section VIP, délimitée par des barrières de velours, scintillait parmi les acteurs, influenceurs, PDG et héritiers politiques les plus influents de l'ego. Joshua s'attardait au fond, s'efforçant de paraître important. Il riait plus fort que nécessaire, prenait des selfies pour lesquels personne ne posait et forçait la conversation avec les invités indifférents. Alors qu'il s'apprêtait à s'approcher du bar, quelque chose attira son regard de l'autre côté de la pièce. Un groupe d'agents de sécurité s'écartant pour laisser place à un couple entrant discrètement. Et c'est alors qu'il la vit. Camila. Sa Camila. Vêtue d'une robe argentée à épaules dénudées, ses cheveux naturels enroulés en une couronne royale, ses lèvres franches, sa posture assurée. Mais ce qui l'étonnait, ce n'était pas seulement son éclat, mais aussi la personne à ses côtés. Chuka Obi. Le milliardaire en personne. Joshua avait vu son visage sur les couvertures de magazines, lors d'interviews télévisées sur le pétrole, l'immobilier et les investissements mondiaux. Camila rit doucement à quelque chose que Chuka lui murmura, et lorsqu'elle se pencha légèrement, Chuka posa une main protectrice dans le bas de son dos. Ils traversèrent la pièce comme s'ils en étaient maîtres, car à cet instant, c'était le cas. Joshua se figea, ouvrit un bocal à la bouche, la boisson glissant légèrement dans sa main. Ce n'était pas seulement de l'incrédulité, c'était de l'humiliation. Il regarda Camila prendre place à côté de Chuka au premier rang, accueillie par les flashs des appareils photos et des murmures d'admiration. Elle ne l'avait pas encore vue. Mais Joshua en avait déjà assez vu. La femme qu'il avait chassée parce qu'elle était trop pauvre s'était élevée, silencieusement et de façon spectaculaire, dans un monde qu'il avait désormais complètement exclu. À l'aube, les réseaux sociaux de l'ego étaient en feu. Une photo nette et professionnelle du concert de la veille avait fait surface. Camila Jones, élégante dans une robe argentée scintillante, était assise gracieusement aux côtés de Chuka Obi, l'insaisissable milliardaire nigérian. L'image était magnétique, le doux sourire de Camila, le regard attentif de Chuka, leur proximité subtile mais indéniable. Elle a été relayée par des blogs de mode, des pages mondaines et des plateformes de potins en quelques heures. La légende qui a fait sensation sur Internet est venue d'une styliste célèbre qui a écrit « Soft Power ». La grâce incarnée. Qui est cette femme à côté de Chuka Obi? Mais la véritable tempête a éclaté lorsque quelqu'un l'a reconnue. Une ancienne camarade de classe a partagé la publication avec une phrase glaçante. « Attendez, n'est-ce pas le tailleur que Joshua Michael a largué l'année dernière ?» Les commentaires ont explosé. À midi, son nom était devenu tendance. Hashtag Camila Jones, hashtag House of Camila, et, plus brutalement, hashtag l'idiot qui a perdu une reine. Des captures d'écran d'anciennes photos de Joshua avec elles ont commencé à faire surface. Des photos de leurs années à l'école polytechnique, des extraits d'événements, et même un vieux message qu'elle avait publié un jour, le qualifiant de « mon éternel ». Tous les blogs titraient « L'ex-femme d'un retraité en disgrâce est désormais liée au milliardaire Chuka Obi ». Les influenceurs se moquaient impitoyablement de Joshua, le qualifiant de légende de la perte à la gosse ou de roi des mauvais choix. Des fils Twitter ont retracé son ascension, de ses humbles débuts à Ibadan à ses débuts fulgurants sur la scène de l'élite. Les gens ont été émerveillés et, surtout, inspirés. Camila est devenue un symbole de grâce après une trahison. Joshua, en revanche,
est devenue une leçon. Joshua a vu la photo lui aussi. Impossible de l'éviter. L'image est apparue dans ses groupes de discussion, sur son fil d'actualité, et même sous forme de mème humoristique dans un statut WhatsApp de quelqu'un qu'il avait autrefois encadré. Assis sur le canapé usé de son appartement désormais vide, il fixait l'image comme si c'était un fantôme. Son téléphone vibrait de messages moqueurs, certains teintés de sarcasme, d'autres de pitié crue. Personne ne lui témoigna de compassion. Le monde avait vu la vérité, et il se fichait de ce qu'il ressentait. Aux yeux de l'opinion publique, il n'était pas seulement un homme qui avait perdu sa femme, il était l'idiot qui avait jeté de l'or, pour le voir briller encore plus fort entre les mains d'autrui. La douce cloche au-dessus de la porte vitrée sonna doucement lorsque Joshua entra dans l'espace immaculé de la maison Camilla. L'intérieur embaumait le jasmin et le coton frais, tandis que la lumière tamisée projetait des reflets dorés sur des rangées de vêtements élégants, exposés comme des œuvres d'art. Chaque recoin du showroom respirait l'élégance, du sol en marbre poli à la playlist soigneusement sélectionnée qui bourdonnait en fond sonore. Joshua resta un moment dans l'entrée, hésitant à avancer. Son jean était délavé, ses chaussures autrefois impeccables étaient maintenant éraflées, et il tenait une enveloppe à la main, légèrement tremblant. Une réceptionniste leva les yeux et lui adressa un sourire poli. « Bonjour. Avez-vous un rendez-vous » demanda-t-elle. Il s'éclaircit la gorge. « Oui, je suis là pour voir Camilla. » Le nom lui pesait sur la langue. Avant que la réceptionniste puisse répondre, Camilla elle-même sortit de la salle d'essayage. Elle portait un simple chemisier en soie beige et un pantalon noir sur mesure. Sa coiffure naturelle était fixée en un chignon haut, le visage numéradieux. Elle s'arrêta à mi-chemin en le voyant, l'air indéchiffrable. Joshua prit une inspiration et s'avança. « Camilla, dit-il doucement, s'il te plaît, je veux juste une minute. » Elle ne dit rien, son regard rivé sur le sien, calme et fixe. « Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. » Il lui tendit l'enveloppe. Je notai tout. Tout ce que je n'avais pas pu dire avant. Camilla ne bougea pas. Son assistante s'avança et prit délicatement l'enveloppe sans un mot, la posant sur le comptoir. « J'ai changé, » continua Joshua, le désespoir s'emparant de sa voix. « J'ai tout perdu. Mais en voyant ce que tu es devenue, Camilla, je suis fier de toi. Je le suis vraiment. » Pourtant, elle ne parlait pas. Son silence résonnait plus fort que n'importe quelle parole. Elle se tourna simplement vers le réceptionniste et lui dit calmement « Veuillez lui signaler que nous n'acceptons pas de consultation sans rendez-vous aujourd'hui. » Sur ce, elle s'éloigna, disparaissant derrière l'élégant rideau qui menait à sa suite design. Le réceptionniste lança un regard compatissant à Joshua, mais ne dit rien d'autre. Joshua resta figé un long moment, le rejet retombant sur lui comme de la poussière. Alors qu'il sortait de l'immeuble, la sonnette au-dessus de la porte sonna à nouveau, douce, lointaine, définitive. Joshua était assis dans son appartement faiblement éclairé, parcourant sans fin son application bancaire presque vide. Le reflet de l'écran du téléphone soulignait les rides d'inquiétude sur son front et la profonde fatigue sous ses yeux. Sans emploi stable, sans publicité et sa carrière médiatique ruinée, il avait retiré ses dernières économies, une somme qu'il avait mise de côté pour les urgences. La seule personne qui lui parlait encore était Blessing, réapparue 2 semaines plus tôt avec des excuses et une fausse chaleur. Elle prétendait qu'il lui manquait, qu'elle croyait en son retour et qu'elle avait un argument commercial qui pourrait lui permettre de renverser la situation. Trop désespéré pour réfléchir, Joshua s'accrochait à l'espoir qu'elle lui avait fait miroiter. Lorsqu'elle lui suggéra d'investir ses 1,4 million de dollars dans une plateforme de stylisme pour célébrités, il lui donna l'argent sans hésiter. Les jours passèrent, puis une semaine, sans plateforme, sans nouvelles, sans bénédiction. Sa ligne téléphonique était coupée, sa page Instagram avait disparu, et son appartement était dans une cage qui se révélait louée sous un faux nom. Joshua fut frappé comme un éclair, il s'était fait avoir. Il parcourut ses conversations WhatsApp, relisant ses messages vocaux, s'accrochant aux mensonges auxquels il avait voulu croire. Au fond de lui, il le savait. La bénédiction n'était jamais revenue, grâce à l'amour. Elle était revenue pour achever ce qu'elle avait commencé. Et maintenant, il n'était pas seulement fauché, il était sans le sou. Le loyer était dû, l'électricité avait été coupée,
et son propriétaire frappait déjà à la porte, posant des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Joshua était assis par terre, le dos contre le mur écaillé, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Il n'y avait personne à appeler, aucune main vers qui tendre. Ceux-là même qu'il affichait autrefois étaient partis. Sa boîte mail était vide. Sa vie s'était vidée. Tout ce qu'il avait autrefois moqué chez Camilla, sa simplicité, sa force tranquille, sa loyauté, il le désirait désormais, mais ne pourrait jamais le récupérer. Et maintenant, Blessing, la femme qu'il avait préférée à elle, avait disparu avec sa dernière once de stabilité. La chute était totale. Joshua Michael, autrefois une figure montante des médias de la gosse, était désormais assis en silence, dépouillé de tout, par celui-là même qu'il croyait être sa promotion. Le soleil filtrait doucement à travers les hautes fenêtres des Civic Towers de Victoria Island, projetant des rayons dorés sur l'élégant showroom de House of Camilla. À l'intérieur, journalistes, stylistes et personnalités du secteur se sont réunis pour le lancement très attendu de sa nouvelle collection de mariée, Queen's Rise. Camilla se tenait devant la presse, pleine d'assurance, dans une robe-cape fluide ivoire, sa présence magnétique, sa voix calme mais autoritaire. Les appareils photos crépitaient à toute vitesse. Les blogueurs tapaient frénétiquement sur leur clavier et les rédactrices de mode murmuraient son nom avec admiration. Pendant le candé, un journaliste a posé la question qui faisait couler beaucoup d'encre. Comment êtes-vous passé du statut de couturière de rue à celui d'habilleuse de milliardaire en moins de 2 ans? Camilla a souri doucement, marquant une pause avant de répondre « Je ne suis jamais partie de rien. Je suis partie d'un objectif. J'avais juste besoin d'espace pour grandir. » À la fin du lancement, son visage illuminait les écrans numériques de la gosse, les panneaux d'affichage, les couvertures de magazines et les campagnes en ligne. Et comme par hasard, l'un de ces écrans se trouvait juste au-dessus d'un suya en bord de route où Joshua travaillait désormais à temps partiel, servant de la viande et des boissons pour quelques milliers de Naira par semaine. Debout sous la publicité clignotante, il fixait l'imposante image de la femme qu'il avait autrefois rejetée. Un livreur passa en riant et en regardant Joshua et l'écran. « Oh, tu vois, cette jolie nana, Wade, on se fait avoir. C'est Camilla Wade avec Shuka Obabi ?» Il n'attendit pas de réponse. Joshua détourna le regard, le visage rouge d'une rougeur plus profonde que la honte, un regret qu'aucune excuse ne pouvait effacer. Ce soir-là, alors que Camilla se tenait sur son balcon surplombant l'Atlantique, elle reçut une demande de message d'un numéro qu'elle avait supprimé depuis longtemps. C'était de Joshua. Le message était bref. « Je suis désolé. Tu es devenu tout ce que j'avais dit que tu ne pourrais jamais être. Félicitations. » Elle l'a lu une fois, puis l'a supprimé. Aucune réponse. Aucune réponse. Pas besoin. Ce chapitre était clos. Elle n'était pas amère, juste entière. Camilla reporta son attention sur son carnet de croquis et tourna une nouvelle page. Dehors, la ville bourdonnait, mais son monde était silencieux. Elle n'était plus la fille qui pleurait la trahison, ni la femme qui implorait d'être vue. C'était Camilla Jones, magnate de la mode, visionnaire autodidacte, et la femme qui la sous-estimait. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.